Bonjour à tous. Alors attention, avant de t'abonner, de commenter, de liker la vidéo, laisse-moi te dire de quoi qu'est-ce qu'on parle aujourd'hui. C'est important. Normalement, si vous avez vu la miniature et lu le titre de la vidéo, aujourd'hui on parle de Dim, ou aussi appelé Dimka chez les intimes parce qu'il a un énorme cul. Je sais de quoi je parle parce que t'inquiète que je l'ai bien regardé. C'est mal interprété ça. D'ailleurs, à ce sujet, mesdames, sachez que si ce jeune individu vous intéresse, il n'est évidemment plus sur le marché, faut pas rêver non plus. Cependant, si tu regardes bien la photo, tu remarques qu'il a quand même une énorme paire d'épaules. Et on va parler de ça aujourd'hui, ainsi que de ses pecs. Pourquoi? Parce que ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu ma story où je vous ai mis en fait mes deux dessins. Celui de la cage de la semaine dernière et celui de cette semaine, l'une à côté de l'autre. Et normalement, vous avez pu voir qu'il y a quand même pas mal de différences. Sur ce, trêve de galéjade, on attaque les os. Bien, première différence notable qu'il y a entre la cage thoracique de Dim et la mienne, c'est l'angle que prend la clavicule. Lui, il a des clavicules qui sont quand même relativement droites, pour une raison très simple, puisque inversement à moi, il a les côtes qui ne descendent pas, mais qui sont droites. Ce qui a pour effet, tout simplement, de ne pas faire descendre son sternum comme le mien. Alors évidemment que ça a un impact sur la forme que prend vos pecs, puisqu'en fait les pectoraux s'attachent dessus. On a un point commun en revanche, c'est qu'on a tous les deux le buste extrêmement long. Vous pouvez voir qu'il a beaucoup plus de distance entre le bas de son ventre, la pointe antérieure de la sacro-iliaque, et le bas de son pec, comparativement au bas du pec jusqu'à la clavicule. Ce qui, mine de rien, lui donne quand même un petit galbe sur le bas des pectoraux lorsqu'il est légèrement de profil. Par contre, de face, il est plat, pour une raison simple, et j'en avais parlé la semaine dernière, c'est que ses clavicules, contrairement aux miennes, sont larges. Je crois qu'on a quasiment la même taille de clavicule, sauf que lui, il fait pas 1m91. Il est beaucoup plus petit que moi, et ça change tout. Et cette largeur de clavicule, ça va lui donner beaucoup d'espace dans le dos pour développer ses trapèzes, moyens et inférieurs. En revanche, comme il a des facilités à avoir de l'épaisseur derrière, il l'a pas devant. T'as vu, pour moi c'est inversé, c'est-à-dire que j'ai de l'épaisseur devant, mais j'en chie en avoir dans le dos. Donc, sa cage thoracique, elle n'est pas très épaisse comparativement à la mienne. De profil, ça se voit qu'il n'a pas une énorme cage. Sachant également que lorsqu'il est de profil, ses clavicules ne partent pas en arrière, donc il n'a pas le sternum en avant. Au niveau de l'humérus, cette fois, la différence qu'il a avec moi, c'est que lui, il se trimballe avec une clavicule de type 2, voire 1, c'est-à-dire que sa tête humérale est plus large que son acromion. On passe aux muscles. Pour les muscles, normalement, si je te montre cette photo, il y a quelque chose qui te saute aux yeux, c'est ses épaules, et notamment son deltoïde antérieur. Je vais pas faire de suspense, mais il est en conflit direct avec ses pecs. C'est pour ça en fait qu'il n'a pas beaucoup de pecs comparativement à ses épaules. Il n'y a pas d'équilibre entre les deux. J'en parlais justement la semaine dernière, mais bien qu'il ait les clavicules larges, elles sont relativement droites. Et dans son cas, la nature a compensé parce qu'on va le voir après au niveau du haut de pec. Il y a une petite faiblesse de ce côté-là. On va commencer par l'épaule et puis on va finir sur le pec. Son avant d'épaule s'attache relativement loin sur sa clavicule. Plus votre deltoïde antérieur s'attache loin sur votre clavicule, donc proche du cou, plus vous aurez des facilités à le recruter, à le sentir, à le développer ou à avoir de la force dessus. Je précise, je caricature sa cage thoracique, elle n'est pas parfaitement comme ça, on s'entend, j'ai pas eu de radio de sa part. Mais je grossis les traits pour que vous puissiez comprendre et voir les différences entre sa cage et la mienne. Donc son deltoïde antérieur, il s'attache à peu près ici, donc relativement loin de son acromion, et il s'attache assez bas sur son V deltoïdien. Donc tout ça là, c'est son avant d'épaule. Donc vraiment chez lui c'est assez conséquent, faut l'avoir de face pour s'en rendre compte à quel point il a des épaules qui sont énormes. Ensuite, contrairement à moi, vous avez remarqué, il a des épaules qui sont relativement bien rondes, il n'a pas les épaules tombantes, encore une fois c'est lié à sa clavicule et aussi à la taille de son acromion. Et une autre différence qu'il a avec moi également, c'est que sa masse musculaire, sa viande commence très tôt en fait sur l'acromion, qui fait qu'il se retrouve
sinueux avec un deltoïde relativement droit au début et qui part vers l'extérieur. Ce qui lui donne automatiquement une carrure beaucoup plus large, sachant qu'il a le bassin qui est quand même très très fin, et ça lui donne aussi des facilités à développer ses épaules. Maintenant, passons aux pectoraux. Alors, vous avez, j'ouvre les guillemets, 3 faisceaux, claviculaire, sternal et abdominal. Pourquoi j'ouvre les guillemets? Parce que certaines personnes n'ont pas, en fait, faisceau abdominal. Vous allez voir chez Dim, d'ailleurs, le sien, il existe, mais il est très très court. Le faisceau claviculaire. Vous l'avez vu sur la photo, mais Dim, comme beaucoup de monde, sauf des chauves avec une grosse barbe que je vous mets là, il a un trou entre son deltoïde antérieur et son faisceau claviculaire. Donc en fait, il commence relativement loin sur la clavicule, donc il est très proche du cou, il est à peu près ici, et il descend comme ça, à peu près dans le même sens que le deltoïde antérieur, ce qui fout la merde d'ailleurs. Donc il est comme ça, en sachant que le sien, bah il est pas très gros, il est pas très épais, pas très large. Vous l'avez vu sur les photos, si jamais vous revenez en arrière pour regarder. Ou alors vous allez sur son compte Instagram, que je mettrai dans la description, pour aller voir les photos. De toute façon, toutes les photos que j'ai mis, je les ai récupérées sur son Instagram avec son autorisation. Bon, il n'a pas les pecs extrêmement longs, mais ils sont beaucoup plus longs que les miens quand même. En tout cas, sur la partie du faisceau sternal. D'ailleurs, en parlant de ce dernier, le sien prend quand même beaucoup de place, donc il vient ici, il part de là, à peu près ici. Fait chier, on voit pas très bien, je vais le faire en noir. Là, vous remarquez un truc, c'est que ces pectoraux sont quand même relativement horizontaux, comparativement à moi, qui ai les pecs qui remontent vachement. Ça s'explique pour plusieurs choses. La largeur de ses clavicules, la longueur de son deltoïde antérieur, l'insertion en fait de ses épaules sur son humérus, ainsi que le peu de faisceau abdominal qu'il a. Cependant, évidemment que la hauteur, si vous voulez, la place que va prendre votre cage thoracique, donc c'est-à-dire qu'elle soit plus ou moins grande ou courte, va jouer un rôle prépondérant sur la gueule que vont avoir vos pectoraux. Donc évidemment, comme la sienne, elle descend moins bas que la mienne, cette partie du sternum, la pointe du sternum que vous avez devant, en fait, descend tout simplement beaucoup moins bas. Ce qui fait que l'insertion des pectoraux, elle aussi, peut pas descendre, elle peut pas s'attacher là, en fait, son attache des pecs. Généralement, lorsque vous allez avoir des côtes qui sont relativement horizontales, fiez-vous, si la personne n'a pas beaucoup de masse grasse, à l'orientation que prend les dentelés antérieurs. Ils vont être eux aussi également relativement horizontaux, en tout cas pour la partie supérieure. Il y a d'autres façons pour le voir, mais j'en parlerai pas dans cette vidéo. Et donc pour finir, Dimitri, sur son faisceau abdominal, il vient à peu près ici. J'insiste bien dessus pour qu'on le voit. Quand vous êtes dans cette configuration, que l'insertion de vos pectoraux sur l'humérus est moyenne à longue, en fait votre tendon ne prendra pas beaucoup de place. Le faisceau claviculaire descend quand même pas mal, ok, mais le faisceau sternal et le faisceau abdominal ne remontent pas vraiment vers le haut. Donc ça veut dire qu'il a un tout petit tendon ici, comparativement à moi, qui vais avoir plus de hauteur sur l'insertion. Et comme mes faisceaux claviculaires descendent relativement vers le bas, eh bien, ça descend beaucoup plus bas. En fait, mon tendon est juste plus grand sur mon humérus, sachant encore une fois que je suis quand même beaucoup plus grand que lui, et que forcément mes os sont plus longs, et donc, qui dit des os plus longs, dit potentiellement, pas à chaque fois évidemment, mais ça veut dire des tendons à la fois plus gros et qui prennent plus de place sur l'os. Forcément, il y a plus de place. Maintenant qu'on a vu les muscles, on va passer au training. Go! Je fais un disclaimer tout de suite, je ne suis pas son coach. Ce que je vais dire là, ça veut pas dire que parce qu'il le fait pas, son coach est nul. Attention, c'est ma façon de travailler, ça veut pas dire que c'est la meilleure. Le plus important, ça reste le résultat. Là, je vous montre juste comment je ferai son training par rapport à son niveau et à sa morpho. En tout cas, sur ces deux groupes musculaires-là. Il a un deltoïde antérieur qui est très très grand, très épais, alors que son faisceau claviculaire, lui, il est tout petit et très fin. Donc à chaque fois qu'il va faire un développé incliné, c'est le deltoïde qui fait quasiment tout le boulot. Tous vos muscles sont en conflit. Donc, lorsque vous faites un développé incliné et que vous avez un point fort épaule, deltoïde antérieur, le plus gros pourcentage de tension que vous allez mettre sur vos muscles pour effectuer le mouvement, dans son cas, lui, c'est l'épaule qui va faire le gros du boulot. Donc, s'il veut développer le haut de ses pecs, ça va peut-être pas être la meilleure des choses à faire pour y arriver, puisque au final, il va continuer à développer son deltoïde antérieur en priorité et accroître son conflit anatomique.
En premier exercice, je mettrai un fly, mais attention, pas n'importe lequel. Je mettrai un fly à forte tension de contraction et en décliné, en tout cas un minimum. Pourquoi? Parce que si on lui met un décliné à forte tension d'étirement, il y a de fortes chances qu'il tabasse son deltoïde antérieur et donc qu'il vienne le pumper, ce qui va venir nous gêner en fait sur le reste de la séance parce qu'il ne va sentir que ça au final. Donc en premier exercice, un fly à contraction en 3 à 4 séries pour 15 à 20 reps. Alors pourquoi je mets autant de volume au début? Parce que c'est un exercice à forte tension de contraction. Le but c'est qu'ils viennent ressentir ses pecs, les faire pumper. Je pars du principe que là on fait un changement de prog. Évidemment que lorsque vous faites de l'étirement, vous pouvez faire également pumper vos muscles, à condition que vous ayez des facilités de recrutement dessus, ce qui n'est pas réellement son cas. De ce fait, je partirai plus sur cette approche en y mettant un maximum de volume. Alors attention, hein, derrière il y a un RIR assez élevé. Le but c'est pas de le fatiguer, c'est juste d'amener un maximum de sang, un maximum de congestion. Donc si avec 3 séries, il est full pump, la 4e c'est pas utile, on passera directement au 2e exercice. Si jamais, on en regardera une sous le coude et on fera la 4e. En 2e exercice, un chest press, on met lourd, le but c'est de faire de la viande ici, on part du principe qu'il est bien congestionné, qu'il est prêt. Chest press convergent. Alors, je précise, mais c'est un flat chest press, c'est-à-dire que on veut juste un chest press à plat. Le but, c'est pas de l'avoir en décliné ou en incliné, qu'il soit couché ou assis. Ici, 3 séries, 8-12 reps. Comme on part du principe que c'est un nouveau bloc, je mets une méthodologie qui est relativement en fait très simple, c'est du linéaire. Il doit quand même passer de 8 à 12 répétitions, tout en ayant un bon recrutement des pectoraux, ce qui dans son cas n'est pas chose aisée, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc c'est pour ça que je fais quelque chose de relativement simple pour qu'il puisse avoir le temps de s'adapter et de performer. En 3e exercice, je mettrai à nouveau un chest press, mais cette fois-ci à forte tension de contraction, comme la hammer plate load que vous avez déjà vu, je pense, normalement sur YouTube, que j'ai à la salle et que j'ai fait dans l'une de mes vidéos séance pec. Donc la hammer en décliné, lorsque vous déclinez un mouvement de poussée ou d'écarté pour les pecs, vous désengagez vos épaules. Alors pas totalement, on s'entend, mais vous aurez beaucoup moins de tension de mise sur vos épaules. En plus de ça, c'est un exercice à forte tension de contraction. Normalement, si tout va bien, il n'a pas perdu sa congestion sur le 2e exercice. Donc il devrait avoir de très grosses sensations sur celui-ci. Et donc là, on en profite pour créer de la connexion cerveau-muscle sur un exercice de poussée, ce qui lui servira sur la fois d'après, sur le 2e exercice. Ce qui va permettre en fait chaque semaine d'améliorer son recrutement sur les pecs, sachant que en fonction du placement qu'il va avoir sur l'exercice, ça va donner un angle d'ouverture à son humérus qui va lui permettre, sans faire nécessairement de l'incliner, développer en fait son haut des pectoraux. Ah oui, je l'ai pas précisé, mais là, 2 à 3 séries de 10 à 15 reps. Alors pourquoi je laisse l'option de 2 à 3? Parce que si jamais il commence à sentir ses épaules à cet endroit-là, ce qui est possible, attention, il fait que 2 séries. Par contre, si jamais il a perdu son pump à la fin de son 2e exercice, on rajoute un fly en faisant 2 à 3 séries, 15-20 répétitions, soit sur de l'étirement s'il arrive à pumper sur ses pecs, soit on reprend possiblement le même exercice que le premier en fait, tout simplement. Il n'y a rien de très farfelu. Au maximum, on est à 10 séries, si je dis pas de conneries. C'est quelque chose de très simple, qui est adapté à lui. Encore une fois, c'est partant du principe qu'il a tout le matériel à disposition pour pouvoir faire tout ça dans les meilleures conditions. En attendant, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. N'oubliez pas de me mettre un like, c'est important, hein, le référencement, tout ça, toujours. Abonnez-vous. Si vous avez des questions, mettez-les-moi en commentaire, suivez-moi sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, enfin bref, tout est dans la description. N'hésitez pas non plus à aller faire un coucou à Dimitri sur son Instagram, vous pourrez voir sa progression, ce qu'il fait, etc. Sachant que je crois qu'il devrait repartir en compétition normalement en body cette année. C'est quelqu'un d'extrêmement gentil et passionné. N'hésitez pas à le suivre. Quant à moi, je vous dis à dimanche prochain, même heure, midi, heure française. Time!